Bonsoir à tous et bienvenue donc pour ce troisième cours d'électronique numérique où on va continuer en fait le cours de la dernière fois sur la synthèse des systèmes combinatoires. Donc avant de démarrer, est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'au niveau du son tout va bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Et de la même manière, est-ce qu'on peut aussi ouais, juste via le chat, super, merci. Et donc juste avant de démarrer, peut-être si vous avez des questions sur la séance de la dernière fois, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Comme ça laisse les 2 minutes syndicales pour les retardataires pour se joindre au stream. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions par rapport à la séance de la dernière fois. Et ben dans ce cas-là, je vous propose d'attaquer cette deuxième séance donc sur la synthèse des systèmes combinatoires. Donc pour rappel, ce qu'on veut faire ici, on veut synthétiser, c'est-à-dire trouver les équations logiques et trouver surtout le schéma d'implémentation. Donc ce schéma-là, hein, quand on parle de schéma d'implémentation, on parle de ce schéma-là. Le schéma d'implantation associé à une table de vérité ou associé à une fonction logique. J'en suis pas encore là en termes de chat pour les sub-only. Ce sera quand je serai célèbre. Pour l'instant, je ne suis encore qu'un simple enseignant. Mais je vais y penser. Donc voilà, donc c'est parti. Donc rappel de ce qu'on a vu au dernier cours. Donc on avait vu 4 manières pour représenter une fonction logique. Qui était la table de vérité, le tableau de Carnot, le circuit logique et l'équation logique. Donc ça, c'était 4 manières équivalentes de représenter une fonction logique. Donc ça sous forme d'une table, un tableau de Carnot qui nous a permis de faire la synthèse, le circuit logique avec des portes logiques ou l'équation. On avait vu aussi deux méthodes, enfin une surtout, des méthodes de synthèse pour calculer une équation logique et dessiner un circuit logique à partir d'une table de vérité. Celle qu'on avait vue, c'est la synthèse par les tableaux de Carnot. On en a vu une deuxième, alors on ne l'avait pas vue en cours, mais je vous ai mis une vidéo, elle est sur YouTube. C'est une vidéo en complément du cours de la dernière fois où je vous parle de l'autre méthode, en fait, qui est la méthode de Quine-McCluskey. C'est une méthode qui est très utile et très utilisée, on va dire, par des outils de synthèse, mais qui n'est pas hyper friendly à faire à la main. Mais pour que vous la connaissiez, par curiosité, je vous ai mis la petite vidéo en complément, donc si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que globalement, toutes ces méthodes-là, ça vous conduit à un circuit qui va utiliser uniquement les opérateurs AND, OR et NOT. Parce que les équations logiques qu'on va obtenir, c'est des équations logiques qui ne vont faire intervenir que ces opérateurs-là. Est-ce que c'est optimal? Alors, non, évidemment que non, c'est pas optimal. Il y a forcément, vous savez que pour une fonction logique donnée, il y a des tas de manières de la réaliser. Et bah, c'est pas forcément optimal d'utiliser les AND, les OR et les NOT. On sait que de temps en temps, ça peut être intéressant d'utiliser un AND. Okay, si dans une équation logique, il y a un terme comme ça qui apparaît, par exemple, enfin, il apparaîtra pas comme ça, il apparaîtra plutôt sous cette forme-là. Si vous avez un terme qui apparaît sous cette forme-là, bah ça c'est égal à A NAND B, et donc ce sera intéressant d'utiliser un NAND plutôt que de devoir utiliser un et un NOT. Voilà. Donc il y a ces simplifications-là qui permettent d'utiliser des NAND, des NOR. Un peu plus difficile, on peut utiliser les XOR. Si on voit apparaître des structures de type XOR, comme on apprendra comme on a appris à les identifier. Donc les structures de type XOR, c'est si vous avez un moment quelque chose comme ça dans votre équation logique. Ça c'est un XOR, ce genre de choses. Donc évidemment, on peut toujours optimiser le circuit qu'on obtient avec la méthode du tableau de Carnot avec ces opérateurs-là. Mais ce qu'on peut aussi utiliser, c'est d'autres circuits, d'autres composants qui réalisent des fonctions combinatoires un peu plus sophistiquées. Et l'un de ces composants, sur lequel on va pas mal discuter aujourd'hui, c'est le multiplexeur.
Alors le multiplexeur, c'est quoi? En fait, le multiplexeur, il réalise tout simplement une fonction d'aiguillage. Donc, fonction d'aiguillage, vous avez plusieurs entrées ici, hein, c'est comme un système de train, vous voyez, il y a plusieurs entrées, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc plusieurs signaux d'entrée, un seul signal de sortie, et vous avez une commande de l'aiguillage, donc vous avez des entrées qui permettent de sélectionner certaines entrées. Donc en fait, le multiplexeur, concrètement, il va choisir parmi les signaux d'entrée lequel il va propager jusqu'à la sortie. Voilà. Donc c'est vraiment le principe d'un aiguillage, mais d'un aiguillage électronique. Et ce multiplexeur, on va pas mal en parler parce que le multiplexeur, il est vraiment très utile, très utilisé. Vous en retrouvez un petit peu partout dans les circuits électroniques. Donc voilà, et j'espère que vous allez être amis avec le multiplexeur puisque, encore une fois, ce sera hyper utile. Alors, ce multiplexeur, en quoi il consiste? Alors déjà, son petit dessin, il ressemble à quoi? Ben, il ressemble à ça. Il ressemble à une boîte, comme ça, avec donc nos entrées. Donc ça, on va parler pour l'instant du multiplexeur 2 vers 1. 2 vers 1 signifie deux entrées vers une sortie. Donc c'est une boîte comme ça, avec les deux entrées qui sont là, la sortie qui est là, le signal de sélection qui est à cet endroit-là. Et globalement, ce signal de sélection, il va permettre soit d'envoyer A0 vers la sortie, soit d'envoyer A1 vers la sortie. Comme ça. Donc, si on doit résumer l'équation logique du multiplexeur, on peut la résumer ainsi. On va dire que x, la sortie, est égale à A0 si S est égal à 0 et A1 sinon. Voilà. Donc c'est vraiment très simple hein, comme comportement. Voilà, c'est un interrupteur. Vous choisissez de mettre la sortie sur A0 sur A1. C'est vraiment extrêmement simple, mais c'est extrêmement puissant. On va voir pourquoi. Alors avant ça, on va se retrouver face au théorème de Shannon, parce que le multiplexeur, il est souvent associé au théorème de Shannon. Pourquoi? Parce que en fait, globalement, cette équation logique-là, si vous utilisez le théorème de Shannon, si vous utilisez le théorème de Shannon pour décrire le comportement du multiplexeur, vous allez retomber sur l'équation logique du multiplexeur qui est propice en fait à utiliser le théorème de Shannon. C'est pas forcément hyper clair, mais une fois que je vous aurai écrit l'équation, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Que dit le théorème de Shannon? Le théorème de Shannon, si on l'applique par exemple sur la variable S, il va nous dire que la fonction logique réalisée par le multiplexeur, on va l'appeler f multiplexeur, c'est égal à S bar et ce que donne la fonction quand S vaut 0, plus S et ce que donne le multiplexeur quand S vaut 1. Et on sait que quand S vaut 0, la sortie est égale à A0. Donc ici, la fonction logique réalisée par le multiplexeur quand S vaut 0, c'est tout simplement A0. Et la fonction logique réalisée par le multiplexeur quand S vaut 1, c'est A1. Voilà. Et donc ça, c'est l'équation du multiplexeur. Et donc, elle est vraiment propice à utiliser le théorème de Shannon, puisque l'équation du multiplexeur est de cette forme-là, est très simplement écrite sous une forme S bar est quelque chose, ou S est autre chose. Donc, retenez bien ça, retenez que le théorème de Shannon et le multiplexeur sont des bons amis et qu'on va les retrouver souvent ensemble. L'autre chose qu'on peut dire sur un multiplexeur, et qui est aussi super intéressant, c'est que c'est un groupe d'opérateurs complet. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que c'est un groupe d'opérateurs complet? Je ne sais pas si c'est la latence du chat ou s'il n'y a pas de réponse à la question. Et ou not. Ouais, et ou not, c'est un groupe d'opérateurs complet. C'est un autre groupe d'opérateurs complet. En fait, par définition, un groupe d'opérateurs complet, c'est un groupe d'opérateurs qui suffit à réaliser l'ensemble des fonctions, voilà, des fonctions logiques. Donc on peut réaliser tout schéma logique à partir de ces éléments. Donc on peut le faire avec ça. On avait déjà démontré qu'avec les et, ou et not, on pouvait le faire.
Et l'idée, c'est, avec le multiplexeur, on peut effectivement réaliser tout schéma logique à partir uniquement de multiplexeurs. Donc c'est un groupe d'opérateurs complet. Et comment prouver que c'est un groupe d'opérateurs complet? Finalement, on a dit que NOT et OU étaient un groupe d'opérateurs complet. Donc si on est capable de faire un NOT avec un multiplexeur, un et avec un multiplexeur et un OU avec un multiplexeur, eh bien on est capable de faire un... Eh bien, du coup, le multiplexeur devient un groupe d'opérateurs complet. Et en fait, c'est le cas. Il suffit de regarder cette fonction logique associée au multiplexeur pour se rendre compte que globalement, pour faire un NOT, qu'est-ce qu'il faut faire? Le NOT, on veut globalement que la sortie soit égale à quelque chose bar, donc une entrée bar. Donc par exemple, prenons A0 est égal à 1, A1 est égal à 0 et S qui est égal à notre entrée. Par exemple, on va l'appeler Y. Voilà, si vous faites ça, que vaut X? Que vaut la sortie du multiplexeur? La sortie du multiplexeur vaut Y bar et 1 ou Y et 0. Donc Y bar et 1, c'est égal à 1. C'est égal à Y, pardon. Y bar, enfin Y bar et 1, c'est égal à Y bar. Y et 0, c'est égal à rien, c'est égal à 0. Et donc au final, on a bien la sortie qui vaut X qui vaut Y bar. Donc on sait faire un NOT avec un multiplexeur. Est-ce qu'on sait faire un et avec un multiplexeur? Oui. Comment on fait? On met A0 à 0. On met A1 à, par exemple, Y1. On met S à Y2. Et dans ce cas-là, la fonction logique qu'on obtient, donc on va faire un et entre Y1 et Y2. La fonction logique qu'on obtient dans ce cas-là, c'est Y2 bar et 0. Donc ce terme-là vaut 0. Ou Y2 et Y1. Donc on a bien ici Y2 et Y1. Donc c'est gagné. On peut faire aussi un OU avec on peut faire un et avec un multiplexeur. Si je veux faire un OU, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais mettre cette fois-ci, il faut que je fasse un OU, donc je vais mettre A1. Enfin, je vais mettre A0 à Y1. Je vais mettre A1 à 1 et S à Y2. Et dans ce cas-là, la fonction logique que je vais obtenir, c'est X est égal à quoi? X est égal à Y2 bar et Y1 ou Y2. Et Y2 bar et Y1 ou Y2, c'est égal à Y2 ou Y1. Comment est-ce qu'on le prouve? Il suffit de rajouter ici le terme Y2 et Y1 bar, et donc on simplifie cette équation logique, et on obtient, pardon, c'est pas un et, c'est pas un et, c'est un ou ici. Et donc voilà, on obtient le résultat. Ok, donc voilà, on a prouvé qu'un multiplexeur, on peut faire un et, on a prouvé qu'avec le multiplexeur, on peut faire un ou, on a prouvé qu'on pouvait faire un not, donc on a bien prouvé que le multiplexeur est un groupe d'opérateurs complets. Parfait, continuons. Donc on a un multiplexeur 2/1 qui est un groupe d'opérateurs complets, donc qui est donc un composant avec lequel on peut réaliser n'importe quelle fonction logique. Et donc on va voir comment on fait. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vient de prouver. Toute fonction logique peut être réalisée à l'aide d'une combinaison de multiplexeurs 2/1. Alors il y a deux manières de faire, hein. Il y a la manière qui n'est pas forcément idéale, c'est de se dire on va faire le circuit logique avec des nodes, des OU, et on va remplacer chaque node, chaque et chaque OU par un multiplexeur qui sera câblé comme on l'a déterminé là. Donc ça c'est pas forcément la méthode la plus appropriée. Ça va marcher, ça va donner un schéma fonctionnel mais qui ne sera pas forcément optimal. L'autre méthode, la bonne méthode, c'est d'utiliser le théorème de Shannon une nouvelle fois. Pourquoi? Parce que si je prends une fonction logique, prenons une fonction logique à 3 entrées par exemple, A, B et C. Et si je prends une fonction logique à 3 entrées, A, B et C,
Le théorème de Shannon me dit que cette fonction logique-là, c'est égal à a bar et ma fonction logique quand a vaut 0, ou a et ma fonction logique quand a vaut 1. Maintenant, regardez, comparez cette équation-là avec celle-ci, avec l'équation du multiplexeur. Vous voyez bien que c'est exactement la même forme. J'ai S bar et quelque chose, ou S et quelque chose d'autre. Là, j'ai A bar et quelque chose, ou A et quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement prendre un multiplexeur. Voilà. Tac. On va le piloter par A. Ça va être ma sortie. Et en entrée, je vais avoir ici f de 0bc et ici f de 1bc. Okay. Et si je calcule la fonction logique en appliquant l'équation du multiplexeur qui est celle-ci, je vais bien avoir a bar et f de 0bc ou a et f de 1bc. Donc c'est bien la fonction logique que j'ai là. Ok? Mais maintenant, rien ne m'empêche de rappliquer le théorème de Shannon ici, sur ce terme-là, en disant maintenant que f de 0bc, c'est quoi? C'est en réalité c'est en réalité b bar et f de 0, 0c, ou b et f de 0, 1c. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux faire? En fait, mon f de 0bc qui est là, comment je peux le calculer? Eh bien, je peux le calculer en prenant un nouveau multiplexeur. Je vais essayer de le dessiner droit, pas que ce soit trop moche. Voilà, donc en prenant un nouveau multiplexeur, hop, cette fois-ci commandé par B, et là je vais mettre en entrée f de 0, 0c, et là je vais mettre en entrée f de 0, 1c. Et puis évidemment, je vais faire pareil pour ce terme-là. Donc à la place de ce multiplexeur-là, enfin à la place de... sur cette entrée-là, ben, je vais mettre cette entrée à la sortie d'un deuxième multiplexeur commandé par B. Et là, je vais avoir f de 1, 0c. Et là, je vais avoir f de 1, 1c. Ok? Et si je vais jusqu'au bout de mon calcul, ben, qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux de nouveau appliquer le théorème de Shannon sur chacun de ces quatre termes-là pour écrire que f de 0, 0c, c'est égal à c bar et f de 0, 0, 0, ou c et f de 0, 0, 1. Ok. Donc, de nouveau, je peux... Alors, je vais le faire là-dessus parce que là, on va rien voir. Donc, je vais le faire là-dessus. Ici, je vais pouvoir remettre un multiplexeur ici, piloter cette fois par C, qui va avoir, donc c'est f de 1, 1, 0 et f de 1, 1, 1. Et qu'est-ce que c'est f de 0, 0, 0? Ben, c'est forcément soit 0, soit 1. Okay, il n'y a plus de variable là-dedans, donc c'est forcément soit 0, soit 1. Et c'est tout simplement la première case de la première ligne de la table de vérité. C'est la valeur de la sortie quand les trois entrées sont à 0. Et donc tous ces termes-là, les 8 termes qu'on va trouver en amont de la troisième couche de multiplexeur ici, ça va être des termes qui seront égaux à 0 ou 1. Donc on a juste à les fixer à 0 ou 1 et on arrive au résultat. Et donc globalement, ben, on va utiliser, alors si on a une fonction logique à n entrées, on va utiliser n couches de multiplexeurs comme ça pour arriver à terme au débarrage à avoir que des fonctions logiques qui soient égales à 0 ou à 1. Est-ce que vous voyez le principe? Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Donc le multiplexeur qui permet vraiment de tout faire grâce à cette propriété associée au théorème de Shannon. Pas de souci? Je peux continuer? Alors, pour continuer, je vais vous montrer une autre méthode
Alors là, on applique le théorème de Shannon, hein, donc c'est un peu calculatoire, il faut écrire tout le théorème de Shannon. L'ordre des entrées a une importance. Oui, l'ordre des entrées a une importance. En fait, tout à fait, il faut qu'on arrive au bon endroit. C'est-à-dire que ici, par exemple, si je prends cette entrée-là, qu'est-ce que je vais mettre à cette entrée-là? Je pars de la fin, je vois que pour A, j'ai pris l'aiguillage du bas, donc A est égal à 1. Pour B, j'ai pris l'aiguillage du bas, donc B est égal à 1. Pour C, j'ai pris l'aiguillage du haut, donc C est égal à 0. Et donc, c'est la fonction logique quand A vaut 1, quand B vaut 1 et quand C vaut 0. Effectivement, l'ordre est important et en fait, à l'arrivée, en suivant les chemins, ben, on n'a qu'une seule combinaison unique de A, de B et de C. Donc, c'est celle-là qu'il va falloir mettre à cet endroit. On peut faire des équivalences de schémas en remplaçant tout par des multiplexeurs. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question. Si la question est de savoir si n'importe quel schéma logique peut être réalisé avec des multiplexeurs, la question est oui. La réponse est oui, puisqu'on a dit que le multiplexeur c'était un groupe d'opérateurs complet. Donc, quelle que soit la fonction logique, on va pouvoir le faire uniquement avec des multiplexeurs. Et puis ça en quelque sorte, ça le prouve, puisque globalement, je peux toujours réaliser cette structure-là. Là, j'ai fait aucune supposition sur ma fonction logique f. D'accord. Donc, je peux toujours réaliser ce schéma-là. Donc, je peux toujours arriver à une structure où il n'y a que des multiplexeurs. Je ne sais pas si c'était ça ta question ou s'il y avait une autre question derrière. Bon, je te laisse me répondre pour savoir si j'ai bien répondu ou pas. C'était pour faire des équivalents comme Thevenin-Norton. Je vois pas trop là pour les équivalents Thevenin-Norton. Je vois pas trop ce que tu veux dire. Peut-être on pourra en discuter en TD, parce que là, il faudrait faut que tu puisses m'expliquer ce que tu avais derrière la tête. Donc je te propose de garder cette question et on en discutera en TD. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous montre une méthode. Alors là, je vous ai dit, il faut utiliser le théorème de Shannon et tout ça. Là, je vais vous montrer une méthode qui s'appelle la méthode des arbres logiques et qui permet d'obtenir en fait le même résultat, qui permet d'obtenir ce schéma-là de manière optimale. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que globalement, ici, on va se retrouver avec combien de multiplexeurs, en fait, quand on a n, d'après vous, quand on a n entrées, combien de multiplexeurs on va avoir à l'arrivée, si on fait le schéma complet? Deux puissance n. Alors 2 puissance n moins 1, mais les parenthèses sont mal placées. En réalité, c'est pas 2 puissance n, c'est pas 2 puissance n moins 1, c'est 2 puissance n moins 1. C'est le nombre de multiplexeurs qu'on va obtenir à l'arrivée. Là, vous voyez, hein, si jamais je vais jusqu'au bout, je vais avoir 4 multiplexeurs pour le C, 2 pour le B, 1 pour le A, ça fait 7 à 3 entrées, donc ça marche. Donc c'est 2 puissance n moins 1. Soit on le démontre mathématiquement en disant que c'est la somme des 2 puissance n pour n allant de 0 à n-1, et donc ça fait 2 puissance n-1. Soit on se dit que globalement, c'est un peu comme un tableau à élimination directe au tennis ou dans des tournois. Vous avez globalement 2 puissance n concurrents au départ, qui sont les 2 puissance n combinaisons, et à la fin, vous voulez en sélectionner un. Et chaque multiplexeur permet d'en éliminer un. Quand on fait un match, ça élimine un des joueurs. Et donc, typiquement, à Roland-Garros, si vous avez 128 joueurs au départ, il vous faut 127 matchs pour obtenir un vainqueur. Là, c'est pareil. Si on a 8 combinaisons possibles au départ, il faut 7 multiplexeurs, donc 7 matchs pour obtenir à la fin un vainqueur. Donc, c'est 2 puissance n-1 multiplexeur, si on applique cette méthode-là.
Mais en fait, le truc, c'est que sur ces 2 puissance n-1 multiplexeurs, ils ne sont pas tous utiles. Et ça, c'est ce qu'on va voir avec la méthode des arbres logiques. Donc, la méthode des arbres logiques, ça permet de détecter rapidement quels sont les multiplexeurs qui sont utiles et quels sont les multiplexeurs qui ne le sont pas. Alors, cette méthode des arbres logiques, elle consiste globalement à partir de la table de vérité. Donc, le point de départ, c'est comme d'habitude la table de vérité. Qui est là, et la table de vérité, pour le coup, cette fois-ci, ordonnée bien dans le bon sens. Donc la table de vérité orientée dans le bon sens, c'est 0, 1, 2, 3, enfin 1, 0, 1, 1, etc. etc. Donc, dans le bon sens, c'est si j'interprète en binaire chaque ligne, j'ai les lignes dans l'ordre chronologique. 1, 2, 3, 4, etc. etc. On comprend pas, je comprends pas l'analogie avec Roland Garros, c'est n-1. Ah oui, alors quand je dis 128, oui, c'est 2 puissance n, alors je me suis mal exprimé. À Roland Garros, quand tu as 128 joueurs, tu as en fait 2 puissance 7 joueurs, et donc le nombre de multiplexeurs qu'il te faut, c'est 2 puissance 7 moins 1. Voilà, donc ça fait 127. Le n, alors dans le cas de mon exemple de Roland Garros, le n c'était le nombre de joueurs, mais dans ce cas-là, le n ici c'est le nombre d'entrées qu'on a. Voilà, et le nombre d'entrées qu'on a, en fait, si on a n entrées, on a 2 puissance n combinaisons possibles d'entrées, et il faut en éliminer donc 2 puissance n moins 1 pour n'en avoir plus qu'une à l'arrivée. De la même manière qu'à Roland Garros, si tu as n joueurs, il faut n-1 match pour n'avoir plus qu'un vainqueur à l'arrivée. C'est une confusion effectivement sur le n. Ici, le n représente le nombre d'entrées, et donc on a 2 puissance n combinaisons. Et une élimination par multiplexeur. Donc voilà, donc je reviens donc à la méthode des arbres logiques. Donc effectivement, il faut orienter les lignes bien comme il faut. Et après, ce qu'on va faire, c'est de se dire, bah voilà, quelle est la différence entre cette ligne-là et cette ligne-là? C'est D. Ok. Donc finalement, on va pouvoir choisir entre cette ligne-là et cette ligne-là en utilisant un multiplexeur piloté par D. Voilà. Je le dessine comme ça pour le moment. Je ne vais pas mettre le D, je vais juste dire que là, on peut choisir entre ces deux lignes-là en utilisant un multiplexeur piloté par D. De la même manière, entre ces deux lignes-là, multiplexeur piloté par D. Encore une fois entre cela, encore une fois entre cela. Tac, 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 et tac. Ok, donc je vais les refaire. C'est parti. Je vais arrêter de faire des trucs comme ça, je vais plutôt faire comme ça. Ça sera beaucoup plus clair. Donc ces deux-là, on peut les regrouper, ces deux-là, on peut les regrouper, ces deux-là, on peut les regrouper, ces deux-là, on peut les regrouper. Ces deux-là, on peut les regrouper, ces deux-là, on peut les regrouper, ces deux-là, on peut les regrouper, et les deux dernières ici, on peut les regrouper aussi. Ensuite, une fois qu'on a regroupé ces deux lignes-là ensemble, en fait, on voit qu'on peut regrouper ces deux lignes-là et ces deux lignes-là avec un multiplexeur piloté par C. Parce que globalement, ces deux lignes-là et ces deux lignes-là sont similaires, sauf que ici, on a C qui vaut 0 et C qui vaut 1. Donc, on va faire ça. Tac, 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 et tac. Et puis on peut continuer, si on regarde les 4 premières lignes maintenant, donc les 4 premières lignes qui sont là, les 4 lignes suivantes qui sont là, c'est les mêmes lignes, à l'exception de B qui là vaut 0 et là vaut 1. Donc on va eux aussi les regrouper ici et ici. Et puis, à la fin, ces 8 lignes-là qui sont les mêmes que les 8 lignes d'en bas, sauf que dans un cas, on a 1 qui vaut 0 et dans l'autre cas qui vaut 1. Et donc, on a une espèce d'arbre logique, comme ça, avec ici des multiplexeurs qui sont pilotés par D, ici des multiplexeurs qui sont pilotés par C, des multiplexeurs qui sont pilotés par B, et des multiplexeurs qui sont pilotés par A. Jusqu'ici, tout va bien? Donc j'ai juste, globalement, c'est la même chose que ce que j'ai dessiné sur ce schéma-là. Voilà, avec donc à partir de la sortie, en choisissant A vaut 1 ou A vaut 0, on monte ou on descend, on monte ou on descend, on monte ou on descend. Voilà, et donc là c'est pareil, en partant de là, bah, si on a par exemple, si on s'intéresse à la combinaison 1, 0, 1, 1, et ben sur A on descend, sur B on monte,
sur C on descend, sur D on descend, et on arrive bien dans la combinaison 1, 0, 1. Donc maintenant, dans ce schéma-là, si vous avez bien compris, tous les triangles, tous les flèches représentent en théorie un multiplexeur. Sauf que si vous regardez bien ce multiplexeur-là, il donne le choix entre 0 et 0. Donc en fait, quel que soit D, la sortie du multiplexeur, ça va être 0. Donc on ne va pas s'emmerder à mettre ici un multiplexeur, puisqu'on sait que la sortie du multiplexeur, ce sera toujours 0. Donc on a déjà gagné un multiplexeur. Ici, on a 0 et Donker. Le Donker, on peut bien mettre ce qu'on veut. Donc, ce qui m'arrange, c'est de mettre 0. Donc du coup, j'ai 0 et 0. Même situation qu'avant. Pof. Je n'ai pas besoin de ce multiplexeur-là. Ici, 0 et 0. Je n'ai pas besoin de ce multiplexeur-là. Ici, par contre, j'ai 0 et j'ai 1. Alors, est-ce que j'ai besoin de ce multiplexeur? Sachant que ici, j'ai un 0 et ici, j'ai un 1. Est-ce qu'il est utile? Eh bien, on va, pour répondre à la question, vous pouvez y réfléchir aussi de votre côté. On va écrire l'équation logique de ce multiplexeur-là. L'équation logique de ce multiplexeur-là, c'est y est égal à d bar et 0, ou d, pardon, d et pas b, et 1. Donc, c'est égal à d. D bar et 0, ça vaut 0. Le 1, il ne sert à rien, donc c'est bien égal à d. Donc, en fait, ce multiplexeur-là, on va aussi pouvoir s'en passer, parce que ici, on a directement d. Ici, ce multiplexeur-là, on a un Donker et un 1. Donc évidemment, le Donker, je vais choisir ce qui m'arrange le plus. Donc ce qui m'arrange le plus ici, c'est évidemment de le mettre à 1. Comme ça, j'ai pas besoin de ce multiplexeur et ma sortie vaut 1. Ici, 0, 0, j'ai pas besoin de ce multiplexeur, ma sortie vaut 0. 1, 1, j'ai pas besoin de multiplexeur, ma sortie vaut 1. Et le 0, 1, c'est le même cas qu'ici. J'ai pas besoin de ce multiplexeur, ma sortie vaut D. Et donc là, je suis passé de 15 multiplexeurs, je n'ai plus que 7 multiplexeurs dans mon schéma. J'ai déjà économisé pas mal de multiplexeurs. Maintenant, je peux faire la même chose sur la deuxième couche, donc sur les multiplexeurs qui sont pilotés par C. Parce que là, regardez, j'ai de nouveau un multiplexeur qui me donne le choix entre 0 et 0. Donc de nouveau, celui-là, je peux l'éliminer et je peux mettre un 0 ici à la place. Ici, par contre, j'ai un multiplexeur où d'un côté j'ai 0 et de l'autre côté j'ai D. Alors là, si j'écris l'équation logique, ça me dit quoi? Ça me dit C bar est 0 ou C et D. Bon, ça fait CD. Donc du coup, ce multiplexeur, j'ai pas le choix. Lui, je suis obligé de le garder. Donc là, j'ai un multiplexeur que je suis obligé de garder. Je vais le mettre en bleu, comme ça on le voit bien. Ce multiplexeur-là, j'ai pas le choix que de le garder. Et donc là, j'ai une fonction logique qui sera C et D. Celui-là, 1, 0. Ça fait C bar et 1 ou C et 0. Donc c'est C bar. Bon, celui-là, j'ai pas le choix de le garder non plus. Hein. Il fait C bar, donc voilà, il sera utile dans tous les cas. Celui-là, je vais le garder. Celui-là, il fait C bar et 1 ou C et D. Donc il fait C bar ou CD. J'ai pas le choix que de le garder aussi. Et puis là, je trouve des multiplexeurs que j'ai pas le choix de garder non plus, parce qu'à chaque fois ici, on a des fonctions logiques un petit peu plus... alors on a des fonctions logiques qui sont pas les mêmes, et qui sont un peu plus complexes que juste 0 ou 1. Donc tous ces multiplexeurs à la fin, il faut que je les garde. Et donc à la fin, in fine, qu'est-ce que j'ai comme schéma? J'ai un schéma avec un multiplexeur piloté par A qui va sur deux multiplexeurs pilotés par B. Le multiplexeur ici piloté par B, il va sur un multiplexeur qui donne le choix entre 0 et D. Et puis celui-là, il va sur deux multiplexeurs pilotés par C qui donne le choix entre 1 et 0 pour celui-là et entre 1 et D pour celui-là. On va essayer de le simuler pour vérifier. Donc on peut utiliser circuit verse. Hein, je vous ai déjà montré ce logiciel-là qui permet de simuler des fonctions logiques. Donc on va le faire tranquillement. On a d'abord, donc le multiplexeur il est là. Donc on a un multiplexeur ici. Ici on a deux multiplexeurs qui sont pilotés par B.
Voilà. Et ici, on va avoir 3 multiplexeurs qui seront pilotés par C. Là, on va les mettre là, là et là. Voilà. Il me faut mes entrées, donc mes entrées, elles seront là. Donc il y en a une, alors c'est le D. Le D, il va intervenir seulement ici. Voilà. Et les entrées C va intervenir là. L'entrée B va intervenir là. Et l'entrée A va intervenir ici. Voilà. Et ensuite, bah, il n'y a plus qu'à câbler. Donc, on a dit le C, il vient là. Là, je sais pas si je peux traverser. Si je peux traverser, donc c'est bon. Là, là et là. Ok, je vérifie, ouais, c'est bon. Le B, il vient là et là. Le A, il vient là. Voilà. Ma sortie, elle est là, donc je vais mettre une petite output. Je vais mettre une petite LED, par exemple, en sortie ici. Voilà, tac. Et ensuite, bah, je construis mon arbre. Donc de A, je pars à la sortie là et à la sortie de ce multiplexeur là. De lui, il y en a un qui va sur 0. Donc 0, c'est la masse. Hein. Donc ici, il y en a un qui va à la masse. Celui-là, il va sur la masse. Celui-là, il va là-dessus. Et le multiplexeur du bas, il va sur ces deux multiplexeurs-là. Celui-ci et celui-ci. Voilà. Et ces multiplexeurs-là, ils sont reliés à quoi? Donc le premier, on a dit, bon, lui est à 0, lui c'est 0 ou D. Donc on va mettre une petite masse. Comment on va dessiner ça? On va dessiner comme ça la masse. Hop. Donc lui c'est 0 ou D. Lui c'est 1 ou 0. Donc le 1 il est là, on va le dessiner là, le 1, hop. Donc lui c'est 1 ou 0. Et lui c'est 1 ou D. Donc le 1 qui est là ou le D qui est ici. Donc ça c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu tout mélangé, mais on arrive au final à ce circuit-là. Je ne sais pas pourquoi il est rouge là, probablement parce qu'il y a une erreur. On va essayer de le dessiner un peu plus joli que ça. Voilà, il est toujours rouge. Bon, on va voir. On va voir en activant ce que ça donne. Et donc du coup, bah, cas de figure 0, 0, 0, j'ai bien ma sortie qui est éteinte. Si je teste le cas de figure 0, 1, 1, 1, donc A qui vaut 0, B qui vaut 1, C qui vaut 1 et D qui vaut 1, voilà, vous voyez que ma sortie, elle s'allume. Donc ça marche bien. 1, 0, 0, 0, donc si j'inverse tout, normalement ma sortie doit aussi s'allumer. C'est là où j'ai un doute parce que je ne sais pas pourquoi ce signal-là est rouge. Peut-être parce que il faut dessiner ça. Ah voilà. Et en fait, on ne peut pas traverser le composant, donc on va le dessiner comme ça. Voilà. Et pareil ici, on va éviter de traverser le composant, donc on va plutôt le dessiner comme ça. Voilà, ici et ici. Voilà. Donc 1, 0, 0, 0, ma sortie s'allume aussi. Et puis un dernier cas, par exemple 1, 1, 1, quand tout est à 1, la sortie s'allume. Et quand le D vaut 0, ici, tac, la sortie s'éteint. Donc mon schéma, là, qui est constitué de 6 multiplexeurs, il réalise bien la fonction logique qui correspond à cette table de vérité. Et donc c'est bien, j'ai fait aucun calcul, j'ai juste fait ça de manière graphique sans faire aucun calcul, et j'ai le résultat. Donc cette fonction logique, elle se fait avec 6 multiplexeurs. Alors cette fonction logique, c'est celle qu'on avait vue, je ne sais pas si je l'ai encore là, non je l'ai plus là. En fait cette fonction logique, c'est celle qu'on avait vue la dernière fois, c'est la même que celle qu'on avait vue la dernière fois, et donc le résultat, c'est, si on écrit, c'est Y, c'est A, C bar, il me semble, plus B, C, D. A et C bar. A, C bar, donc ça c'est les 1 qui sont là. Donc le AC bar, il couvre les 1 qui sont là. Et BCD, il couvre le 1 qui est là. Et
le 1 qui est là. Donc c'est bien celle-ci. Donc AC bar et BCD. Donc là, vous voyez que je l'ai fait avec 6 multiplexeurs. Si je veux réaliser cette fonction logique-là avec des composants, j'ai 1, 2, 3 AND, 1 OU et 1 NOT. Donc 5 portes. Voilà. Donc là, pour le coup, il y a la fonction réalisée avec des multiplexeurs n'est pas forcément, enfin c'est à peu près le même ordre de grandeur qu'avec les portes logiques. C'est pas forcément un cas des plus favorables, mais il y a des cas pour lesquels c'est très favorable d'utiliser des multiplexeurs, et on en verra par exemple un en télé. Voilà pour les multiplexeurs 2 vers 1 et pour cette méthode de réalisation de circuit logique avec des multiplexeurs. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, je continue un petit peu sur les multiplexeurs juste pour vous dire qu'il existe d'autres types de multiplexeurs qui sont les multiplexeurs 4 vers 1, 8 vers 1, etc., 2 puissance n vers 1. Et que globalement, un multiplexeur 2 puissance n vers 1, il faut juste le voir comme un arbre de multiplexeur 2 puissance n-1. 2 puissance n-1 multiplexeur 2 vers 1. Par exemple, un multiplexeur 4 vers 1, ça se représente comme ça. Vous avez 4 entrées, puisque c'est un 4 vers 1. A0, A1, A2 et A3. Vous avez une sortie qui est Y. Mais évidemment, ici, comme dans l'aiguillage, vous devez sélectionner parmi 4 entrées, vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir une seule entrée de sélection. Parce qu'une seule entrée de sélection, ça permet de sélectionner parmi 2 voies. Là, il faut sélectionner parmi 4 voies. Donc, il faut que cette entrée de sélection puisse prendre 4 valeurs différentes. Et pour qu'elle prenne 4 valeurs différentes, il faut donc 2 signaux, qu'on va appeler S1 et S0. Et donc ici, si on a 0, 0, c'est A0 qui part. Si on a 0, 1, ce sera A1 qui ira en sortie. Si on a 1, 0, ce sera A2. Et si on a 1, 1, ce sera A3. C'est un multiplexeur 4 vers 1. Mais globalement, ce multiplexeur 4 vers 1, en fait, vous pouvez le voir comme un arbre de multiplexeur 2 vers 1. Ici, un multiplexeur 2 vers 1 qui est piloté par S1. Pof, ici, un arbre, un multiplexeur piloté par S0. Ici, un autre multiplexeur piloté par S0. Et là, les entrées A0, B0, A1, A2 et A3. Donc les multiplexeurs de puissance n vers 1, quel que soit n, peuvent toujours être vus comme en fait des multiplexeurs 2 vers 1 de ce type-là, mis sous la forme d'un arbre. Et donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que toute fonction logique à n entrées peut être réalisée donc avec un multiplexeur 2 puissance n vers 1, puisque globalement un multiplexeur 2 puissance n vers 1, ça nous fait l'arbre complet comme on a là. Hein. Donc évidemment, on peut y arriver avec un multiplexeur 2 puissance n vers 1. C'est aussi faisable avec un multiplexeur 2 puissance n 2 puissance n-1, comme ça. Donc 2 puissance n-1 vers 1, donc le moins 1 là-haut, et un inverseur. Alors pourquoi? Parce que ici, le 2 puissance n-1 vers 1, c'est toute cette partie-là. Okay, le 2 puissance n-1 vers 1, c'est toute cette partie-là. Donc vous pouvez remplacer toute cette partie-là par un 2 puissance n-1 vers 1. Donc là, ce serait vers un 8 vers 1. Et il ne resterait que la partie du devant. Et la partie du devant, globalement, vous avez 4 cas de figure uniquement. Soit c'est 0, 0, auquel cas ça fait 0. Soit c'est comme ici 0, 1, auquel cas ça fait D. Soit c'est 1, 0, on n'a pas le cas de figure ici, mais si on a 1, 0, on l'avait là le cas de figure, on a dit quand c'est 1, 0, en fait ici ça fait C bar. Okay, donc si là vous aviez eu un 1, 0, ça aurait fait D bar, tout simplement. Donc du coup, comme il n'y a que 4 cas de figure pour ces multiplexeurs, en fait cette première couche de multiplexeur ne sert à rien. Il n'y a qu'un multiplexeur éventuellement qui sert, c'est celui qui fait D bar, mais qu'on peut remplacer par un inverseur. D'où l'idée qu'on peut le faire avec un multiplexeur de puissance n vers 1 et un inverseur. Et puis avec toute autre combinaison, bien sûr, de multiplexeurs de taille inférieure. Si on a besoin de faire une fonction logique, je ne sais pas, à 4 entrées, on peut le faire avec 5 multiplexeurs 4 vers 1, par exemple.
Tu comprends pas ce qu'on met en S0 et S1 ici, dans cet exemple-là. S0 et S1, en fait, on va le mettre comme ça, S1 et S0. En fait, ce sont les entrées de sélection. Ici, c'est un aiguillage à 4 voies. Donc, tu as 4 voies qui va vers une seule voie. Et quand tu as quelque chose comme ça, où tu as 4 voies qui va vers une seule voie, bah, il faut pouvoir dire si on prend la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième. Et pour dire si on prend la première, deuxième, troisième, quatrième avec uniquement des nombres binaires, ben, il faut deux entrées. Et si on a S1 égale 0, S0 égale à 0, en fait ta sortie sera égale à A0. Si tu as S1 qui vaut 0, S0 qui vaut 1, ta sortie sera égale à A1. Si tu as S1 égale 1, S0 égale 0, ta sortie sera égale à A2. Et S1 égale 1, S0 égale 1, ta sortie sera égale à A3. En fait, sur S1 et S0, on met juste des 0 et des 1, de sorte à choisir la bonne sortie. Et en fait, pour savoir quelle sortie on choisit, il suffit de regarder ce que ça donne au binaire. Là, c'est 0, là, c'est 0, 1, donc ça fait 1. Là, c'est 1, 0, donc ça fait 2. Et là, c'est 1, 1, donc ça fait 3. Et tu vois que 3, c'est A3, 2, c'est A2, 1, c'est A1, et 0, c'est A0. Ce serait quoi l'équation d'un multiplexeur 4 vers 1, par exemple? L'équation d'un multiplexeur 4 vers 1, en fait, pour la voir, le plus simple, c'est de regarder ce schéma-là. Donc le multiplexeur 4 vers 1, ce serait le premier cas de figure. Donc la sortie, ce serait... alors on va déjà regarder ici. L'équation logique ici, c'est quoi? Ce serait S0 bar et A0 ou S0 et A1. L'équation qu'on aurait ici, ce serait S0 bar et A2 ou S0 et A3. Ok. Et donc l'équation qu'on a là, que je vais réécrire là-haut. Je vais réécrire là-haut. L'équation qu'on aurait là, bah, c'est S1 bar et ce machin-là. Donc globalement, ça ferait S1 bar, S0 bar, A0 ou S1 bar, S0, A1. Ok. Et donc ça c'est le premier terme, hein, c'est celui qui vient d'en haut, donc c'est le S1 et S1 bar et ce terme-là. Et puis on aurait aussi le terme en S1 et le terme du bas ici, donc plus S1 S0 bar A2 plus S1 S0 A3. Et normalement, vous devez voir que ça, c'est équivalent à ce qui est marqué là, puisque globalement, on prend le premier exemple, S1 vaut 0, S0 vaut 0. Donc S1 vaut 0, S0 vaut 0. Donc là, ça fait 1, 1 à 0, donc ça fait bien A0. Là, comme le S0 vaut 0, ce terme-là, il est nul. Là, le S1 vaut 0, ce terme-là, il est nul. Là, vous avez le S1 qui est égal à 0 aussi, donc ce terme-là, il est nul. Donc ça sort bien A0. Et si on prend celle-ci pour vérifier, ici, on a le S0, pardon, le S1 qui est à 1, donc le S1 bar est à 0, donc ce terme-là dégage. Le S1 bar est à 0, donc ce terme-là dégage. Ici, on a le S0 qui est à 0, donc ce terme-là dégage. Et il reste que ce terme-là qui est égal à A2. Voilà. C'est bon? Alors, je continue juste pour vous parler encore de 2-3 composants intéressants, mais on va aller vite, rassurez-vous. Un autre composant qui est intéressant, c'est l'encodeur 2 puissance n vers 1. Donc c'est un composant qui est composé de 2 puissance n entrées, de n sorties, plus une sortie qu'on appelle un drapeau, un flag ici. Drapeau en anglais c'est flag. Voilà, vous aurez souvent ce terme-là en électronique, hein, un flag, c'est un signal tout simplement. Ça indique sur n bits le numéro de l'entrée active et ça indique aussi s'il y a au moins une entrée active. Donc mettons par exemple que ici tout soit à 0. Si tout est à 0, le flag il se met à 0 et ça indique qu'aucune des entrées n'est active. Mais si par exemple l'entrée E5 devient active,
à ce moment-là, le flag il passe à 1. Et ici en sortie, vous avez en binaire le chiffre 5, donc 1, 0, 1, que vous pouvez lire en binaire comme ça, pour vous indiquer que l'entrée active, c'est l'entrée numéro 5. Donc c'est à ça que sert un encodeur. Un encodeur, ça sert uniquement à répercuter en sortie, à écrire en binaire en sortie le numéro de l'entrée qui est active. Alors ça marche quand on n'a qu'une seule entrée active en même temps. Quand on a plusieurs entrées actives en même temps, en fait, il y a une notion de priorité. Donc on va parler d'encodeur de priorité, et l'encodeur de priorité, c'est soit un encodeur de priorité haute, à savoir qu'on va prendre le numéro de l'entrée de plus haut indice actif, ou un encodeur de priorité basse, et là on va prendre l'entrée de plus bas indice qui est active. Donc l'encodeur de priorité, vous allez le réaliser en TD et en TP. Encodeur de priorité 4 vers 2. Vous le câblerez en TP. On a également l'inverse de l'encodeur qui est le décodeur. Donc le décodeur, c'est exactement l'inverse. Il est composé de n entrées, de 2 puissance n sorties, et ça active la sortie indiquée par les n bits en entrée. Donc là, on va mettre un numéro et ça va activer une des sorties, avec éventuellement un signal de validation aussi, ici. Si on met ce signal à 0, en fait ici, on va avoir toutes les sorties à 0. Hop, rien ne sera actif. Et si on décide d'activer le décodeur, on va mettre un 1 là, on va mettre un chiffre ici, par exemple 0, 1, 1, et 0, 1, 1, donc c'est 3 en binaire, 0, 1, c'est 3 en binaire, et donc ça va être l'entrée numéro 3 qui va s'activer. Et donc on va avoir un 1 là. Et alors à quoi ça sert tout ça? Ça peut servir à faire des fonctions logiques. Donc on peut s'amuser à faire des fonctions logiques avec des décodeurs ou des encodeurs. Notamment avec l'encodeur, avec le décodeur pas trop, hein, mais avec l'encodeur on peut s'amuser à faire une fonction, non pardon, avec le décodeur, avec l'encodeur pas trop, mais avec le décodeur on peut s'amuser à faire des fonctions logiques. Voilà, mais c'est pas tellement pour ça que c'est utilisé, c'est surtout utilisé dans des communications avec plusieurs périphériques. Donc quand on a des situations comme ça, où on a plusieurs périphériques qui tentent de communiquer avec l'unité centrale, en fait, chaque périphérique est relié donc à l'intérieur, dans l'unité centrale, il y a un encodeur et il y a un décodeur. Chaque périphérique est relié à l'encodeur. Quand un périphérique s'active, il va envoyer un 1 sur le signal. Donc l'encodeur va recevoir un 1. Et en sortie de l'encodeur, on va donc avoir le numéro du périphérique qui est actif. Si ce périphérique-là, c'est le périphérique numéro 1, on va le brancher sur l'entrée 1 dans l'encodeur. Si lui, c'est le périphérique 2, on va le brancher sur l'entrée 2 de l'encodeur. Si lui s'active, on va avoir un 1 en sortie de l'encodeur. Et donc l'unité centrale va savoir que c'est lui qui s'est activé ou lui qui s'est activé. Et puis une notion de priorité, s'il y a plusieurs périphériques qui s'activent en même temps, on va essayer de les classer par ordre de priorité. Si on a un encodeur à priorité haute, par exemple, on va mettre les périphériques les plus importants avec les numéros les plus hauts. Et puis à l'inverse, si c'est l'unité centrale qui veut communiquer avec un périphérique et qui veut réveiller un périphérique, on va mettre un décodeur et l'unité centrale va par exemple dire je veux communiquer avec le périphérique numéro 5. Si lui c'est le périphérique numéro 5 par exemple, le décodeur, on va lui mettre en entrée la valeur 5 et donc il va mettre un 1 sur cette ligne-là pour réveiller le périphérique numéro 5. Donc ça c'est les applications principales de l'encodeur et du décodeur. Et puis le dernier type de composant dont je voulais vous parler dans ce cours-là, c'est les transcodeurs. Donc les transcodeurs, l'idée c'est de convertir une donnée en une autre donnée en changeant le format. Alors par exemple, les encodeurs qui existent tout fait, il y en a certains qui existent tout fait, c'est par exemple du binaire vers gray. Binaire vers gray, ça veut dire qu'en entrée, vous mettez un mot binaire, et en sortie, vous allez récupérer du code gray, tout simplement. Il en existe d'autres, les binaires vers BCD et BCD vers binaire. BCD, c'est quoi? C'est Binary Coded Decimal. En fait, c'est une manière d'encoder les nombres binaires en utilisant, en gardant le format décimal. Par exemple, si vous voulez coder 24 en BCD,
Pour coder 24 en BCD, en fait, vous allez coder d'abord le 2 en binaire, ça va vous donner ça. Puis vous allez coder le 4 en binaire, ça va vous donner ça. Et donc 24 qui s'écrit en binaire 1, 1, 0, 0, 0 s'écrit en BCD de cette manière-là. Et donc vous avez des transcodeurs qui vous permettent de passer d'écriture binaire comme ça à des écritures de ce type-là, ou inversement, d'écriture de ce type-là à des écritures binaires. Et puis vous en avez un qui est très célèbre aussi, c'est le binaire vers 7 segments. Le binaire vers 7 segments, c'est le transcodeur qui permet de prendre un mot ici codé en binaire et de générer les signaux qui permettent d'allumer ou pas les LED de ces afficheurs. Vous avez probablement déjà vu ce genre d'afficheur. Voilà, donc par exemple, lui, je vais lui mettre en entrée 4, donc 0, 1, 0, 0. Et 0, 1, 0, 0, en fait, ça va me calculer, ce transcodeur-là, il va me calculer que pour afficher un 4, il ne faut pas que j'allume le A, il faut que j'allume le B, il faut que j'allume le C, il ne faut pas que j'allume le D, il ne faut pas que j'allume le E, il faut que j'allume le F, il faut que j'allume le G. Et donc lui, il va faire la conversion entre 0, 1, 0, 0 en entrée et ce truc-là pour au final afficher la valeur 4. Voilà pour les transcodeurs. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer sur les circuits arithmétiques, mais je ferai une vidéo de complément que vous pourrez retrouver aussi sur YouTube pour vous parler un petit peu des circuits arithmétiques, parce que c'est assez joli la manière dont marche un additionneur, un multiplieur et tout ça. J'ai pas le temps de le traiter en cours, mais voilà, je veux quand même, pour ceux que ça intéresse en tout cas, je veux vous le proposer. Donc il y aura, je posterai dans la semaine une vidéo de complément sur les circuits arithmétiques que vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je reste un petit peu en ligne, donc n'hésitez pas à les poser via le chat. Et si c'est bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou avant pour ceux que je verrai en TD. Voilà. Merci d'avoir suivi le cours et puis à bientôt. Postez où quoi la vidéo? Alors la vidéo, elle est sur la chaîne YouTube que tu as sur Moodle. Ici, tu as le lien. Si ça veut bien. Électrique numérique. Tu as ici le lien, donc tu as le lien vers la chaîne Twitch et tu as aussi le lien vers la chaîne YouTube. Et donc sur la chaîne YouTube en question, tu as là les deux premiers cours, enfin les copies des deux premiers cours qui ont eu lieu sur Twitch. Et puis ça c'est déjà une vidéo de complément sur la méthode de Kuhn-McCluskey. Et donc je vais mettre en ligne la vidéo de ce cours-là qu'on vient de terminer et le complément sur les circuits arithmétiques. Voilà. Je peux vous mettre aussi directement ici le lien vers la chaîne YouTube. On est tout bon? Et ben, bonne soirée. Que la force soit avec moi. Oui, la force, ça va. Que la force soit avec vous également. Et puis à la semaine prochaine. Ciao!